Bon, ça va être difficile de rester sérieux en abordant ce sujet parce que la politique au Japon, c'est un cirque. Vous pensez peut-être que c'est la merde dans votre pays, mais attendez. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, très rapidement quelques généralités, vraiment juste 30 secondes pour que vous compreniez un petit peu comment ça marche pour que vous ayez une image globale. Le Japon est une monarchie constitutionnelle. C'est un système de gouvernement très courant dans le monde, organisé avec un roi ou une reine qui a un pouvoir limité, ainsi qu'un premier ministre qui, avec son gouvernement, est le vrai décideur. Le meilleur exemple de monarchie constitutionnelle que l'on peut citer, c'est le Royaume-Uni, ainsi que le Canada, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, qui ont tous pour reine Élisabeth II, mais on trouve aussi l'Espagne, la Thaïlande, le Maroc et bien d'autres. Le Japon, toutefois, se démarque un peu de ces autres pays, puisque ce n'est pas une reine ou un roi en place, mais vous le savez, un empereur. Le Japon est actuellement le seul pays au monde avec un empereur. On va parler de l'empereur un peu plus tard, mais avant on va commencer par le vrai détenteur du pouvoir au Japon qui est le Premier ministre qui va, je pense, fortement vous étonner. C'est quand même incroyable, entre le fait que 1, il change tout le temps, et que 2, la plupart du temps, il a quand même un charisme négatif, faut le dire. Je me rappelle jamais de qui est le Premier ministre du pays dans lequel je vis. Alors d'accord, ça m'intéresse pas plus que ça, mais quand même. Pour cette vidéo, j'ai fait ma recherche pour trouver l'âge du Premier ministre actuel, parce que je sais juste qu'il est hyper vieux, c'est limite honteux d'avoir un leader aussi proche de la mort. Il s'appelle Yoshihide Suga, et il a 73 ans. En vrai, je pensais qu'il avait bien plus que ça, je lui donnais au moins l'âge de Joe Biden, qui a 79 ans lui, mais vu qu'ils ont à peu près la même forme physique, Joseph Robinette Biden Jr. Robinette. Franchement, quand on le voit à la télé, Suga, on s'inquiète pour sa santé. On imagine le staff médical qui est prêt à tout moment à le rattraper par derrière, des fois qui s'effondre là quand il fait un discours. J'exagère un peu, mais à peine. La première vidéo qu'on voit de lui sur YouTube en tapant son nom, c'est un discours qui fait 11 minutes. Et en 11 minutes, il a pas bougé de 1 centimètre. C'est presque un exploit d'arriver à rester aussi immobile, à moins que ce soit juste sa tête qui soit vivante, je sais pas, on est au Japon, tout est possible. D'ailleurs, est-ce qu'on l'a déjà vu marcher cet homme? Je ne sais même pas. Le truc c'est que, c'est même pas ça, quand je faisais ma petite recherche pour trouver son âge, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu que c'est même pas lui, le Premier ministre au Japon. Dans ma tête, il venait juste de commencer, et ben il est déjà plus là. En fait, il est pas mort, hein. Il a été remplacé, il est resté en fonction de fin 2020 à fin 2021, 1 an et 18 jours qu'il est resté, et il a été remplacé par Fumio Kishida, que je découvre, du coup, on n'en entend pas trop parler, il est tout neuf en plus, j'ai vu sa tête quelques fois avec l'Ukraine, tout ça, mais j'ai pas trop fait le rapprochement. Au moins, celui qui avait avant le vieux là, avant Suga, qui s'appelait Shinzo Abe, lui, tout le monde le connaissait, on voyait qui c'était, il y a même une série Netflix qui vient de sortir autour d'un de ces scandales, c'est vous dire s'il est connu. Et puis ce monsieur Shinzo Abe, il est resté très longtemps au pouvoir, extrêmement longtemps même, un record pour le Japon. Il a fait un premier mandat entre 2006 et 2007 et carrément un deuxième mandat de 8 ans. C'est le seul à avoir réussi cet exploit. Et entre ces deux mandats, par exemple, entre 2007 et 2012, il s'est écoulé donc 5 ans. Et en 5 ans, il y a eu 5 premiers ministres. La durée de vie d'un leader du pays au Japon, c'est 1 an. Qu'est-ce que tu veux faire en 1 an à la tête du pays? Puis même, restons sérieux 2 secondes, comment tu peux entretenir des relations avec les pays voisins quand le représentant de la nation change chaque année? C'est impossible. Je suis sûr que Macron, quand il appelle le Japon, avant chaque coup de téléphone, c'est sûr, il a un brief qui lui dit quel est le nom de l'actuel Premier ministre, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il aime la France, etc. Parce que c'est clair, il le connaît pas. Il l'appelle, il le découvre, bonjour, enchanté. Et le coup de fil de la presse, c'est un autre gars. Vraiment, j'exagère pas, c'est sur les 30 dernières années, il y a eu 20 premiers ministres japonais différents. Ça fait donc 18 mois de moyenne pour un Premier ministre. Et rappelez-vous encore une fois que Shinzo Abe, il est resté 9 ans. Donc il fausse vraiment la moyenne. En vrai, c'est à peine plus d'1 an. Il y en a même 2, ils ont tenu 2 mois. 2 mois et 7 jours et 2 mois et 2 jours. Et le truc de fou, c'est pourquoi ça change tout le temps? On a envie de savoir quand même. Déjà, il faut savoir que les Japonais ne votent pas pour le Premier ministre. Non, les Japonais, ils votent pour un parti, c'est les conservateurs qui sont au pouvoir. C'est toujours les mêmes depuis 1955, ça ne change pas, ils sont toujours là. Oups, pardon, des fois, ça change, mais pas pour longtemps.
Alors en théorie, c'est une élection qui a lieu tous les 4 ans. Je dis en théorie parce que là aussi c'est n'importe quoi, des fois c'est 4 ans, des fois c'est 3 ans, des fois c'est 2 ans, on sait jamais. Disons 4 ans pour faciliter les choses. Pendant 4 ans, c'est le parti qui est élu, donc en ce moment les conservateurs, c'est toujours qui choisit qui est le Premier ministre. Et le Premier ministre, en fait, c'est toujours le chef du parti. Donc en fait, à chaque fois que le parti change de chef, le pays change de Premier ministre. Les Japonais ne savent pas qui sera le Premier ministre dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Ça peut être un mec totalement inconnu. Et pourquoi est-ce que ça change aussi souvent ? Eh bien parce qu'évidemment, dans un parti politique, tout le monde a envie de devenir le chef, et dès qu'il y en a un qui arrive à devenir le chef, à se faire élire, tous les autres du parti s'allient entre eux pour le faire dégager et pour prendre sa place. Donc le Premier ministre au Japon, je parle vite parce que je trouve ça incroyable, il est tout simplement seul dès le début. Alors déjà qu'en général tu as le peuple qui n'est pas content parce que le peuple n'est jamais content. Tu as l'opposition qui forcément est contre toi, et tu as même ton propre camp, ton parti, qui essaye de te faire dégager le plus tôt possible. Tu m'étonnes que le Japon, depuis 30 ans, est sur le déclin, 3e puissance mondiale, et personne ne connaît le nom du dirigeant, même les Japonais eux-mêmes, ils le connaissent pas. Et d'un autre côté, le pays voisin, le leader est là depuis 1999, son nom, tout le monde le connaît. Et c'est vrai que là, par contre, en 23 ans, du travail, il en a abattu. Un petit peu trop tôt peut-être pour ce genre d'humour. Je comprends, moi-même sur le conflit ukrainien, pour ne pas nommer les choses, on n'entend pas trop que ça les Japonais d'ailleurs. On pourrait penser, normal, ils sont loin de l'Europe, ça les concerne pas trop. Mais pardon, géographiquement parlant, on est en Russie en 3 coups de rame depuis le nord du Japon. Les îles russes sont à peu près à 10 km des côtes japonaises, et techniquement, le Japon et la Russie, alors peut-être que je vous l'apprends, sont encore en guerre. Ils n'ont jamais signé le traité de paix après la Seconde Guerre mondiale, justement en raison de ces fameuses îles au nord du Japon que la Russie a prises la veille quand même de la capitulation du Japon, donc c'est pour ça qu'ils l'ont un petit peu mauvaise. Donc oui, les Japonais sont pas pro-russes, loin de là, mais ils sont en mode on est solidaire avec l'Ukraine, mais on est un petit peu trop proche pour le dire fort. Puis comme je vous le dis, c'est un petit peu la merde entre les deux pays, Oui, parce qu'en fait, personne n'en parle, mais la Russie, apparemment, fait à peu près la même chose au Japon qu'en Ukraine. Depuis plusieurs mois déjà, ils amassent des bateaux militaires et des lance-missiles sur les îles qui sont proches du Japon. Et début mars, il y a juste quelques jours là, Moscou a décidé que 4 îles qui étaient sujets de dispute entre le Japon et la Russie, finalement, étaient russes. Voilà, c'est russe, point final. Donc, on marche un petit peu sur des œufs côté japonais, on est dans le camp des Européens et surtout des Américains, historiquement, mais on se mouille pas trop pour pas envenimer la situation. N'oublions pas aussi que du coup, on a un tout nouveau Premier ministre, et le premier dossier vraiment littéralement qu'il a sur la table, c'est la guerre en Ukraine. Et aussi, dernière chose, conséquence de la guerre en Ukraine, juste pour finir là-dessus, au Japon, ça a relancé un petit peu le débat du nucléaire. Vous savez que le Japon, c'est le pays le moins favorable à l'arme atomique au monde, je pense. C'est le seul pays qui s'est pris la bombe atomique sur la tête, donc sûrement a raison. Mais à chaque fois qu'il se passe des trucs comme ça inquiète un petit peu tout le monde. Et forcément, comme on veut protéger son pays du mieux possible, ça remet sur la table la question du doit-on acquérir l'arme nucléaire, ou plutôt en l'occurrence, doit-on permettre aux Américains de placer quelques armes nucléaires au Japon. Parce qu'à côté, il n'y a pas que la Russie non plus, il y a aussi la Chine, la Corée du Nord, qui ont tous l'arme atomique et avec lesquels le Japon n'est pas super copain. Donc au bout d'un moment, on a beau être pacifiste, on se pose quand même des questions. Je pense pas que ça arrive de sitôt non plus parce qu'il y a encore le traumatisme, Hiroshima, Nagasaki qui est trop grand. Mais sait-on jamais, ça n'encourage pas la paix en tout cas, même au Japon. Fin de la parenthèse sur l'Ukraine, je vous propose de revenir sur les hommes et les femmes politiques au Japon, surtout les hommes. Oui, c'est vrai qu'au Japon, on parle surtout d'hommes politiques parce que les femmes sont hyper minoritaires. Je crois que les femmes, c'est même pas 10% des députés et des ministres, par exemple. La plus connue, c'est, je pense, la gouverneure de Tokyo. C'est un petit peu, c'est la Anne Hidalgo du Japon, si vous voulez. Et puis jusqu'à l'année dernière, la maire de Yokohama, 2e plus grande ville du Japon, c'était aussi une femme. Voilà, c'est les deux plus connus, je pense. J'ai consacré 2 vidéos sur les hommes et les femmes politiques au Japon qui étaient très amusantes. Faites-moi le plaisir, allez les voir pour constater l'étendue des dégâts chez les politiques japonais. Si vous vous plaignez de Macron, ça peut peut-être vous assurer un petit peu sur le fait qu'il y a pire ailleurs. En 2014, Nono est accusé de détournement de fonds. Par exemple, en l'espace d'1 an, il a été 195 fois au onsen, les sources chaudes japonaises. Donc au bout d'un moment, il est appelé à se justifier devant un parterre de journalistes. Ce sont les excuses à la japonaise, et voici ce qui se passe.
Ce qu'on constate le plus souvent, c'est soit des détournements de fonds, mais ça j'ai envie de dire, c'est comme partout dans le monde, soit de l'incompétence, soit des propos vraiment de vieux cons qui vivent pas à la même époque que nous. L'année dernière, par exemple, un exemple parmi tant d'autres, vous avez peut-être entendu le président du comité olympique, Yoshiro Mori, qui disait quelque chose comme les femmes, elles sont très emmerdantes en réunion parce qu'elles parlent trop, mais dans le comité olympique, ça va parce qu'elles savent rester à leur place. Bon, il est pas resté très longtemps, il a été dégagé parce que même au Japon, c'est des trucs qui passent pas, mais c'est quand même incroyable que on est en 2022, enfin 2021 en l'occurrence, les hommes politiques ne savent pas qu'il y a des sujets comme ça. Ferme ta gueule. Surtout que c'est pas n'importe qui ce monsieur, c'est aussi un ancien Premier ministre, lui aussi qui a duré 1 an, mais du coup l'image qui renvoie du pays est catastrophique. Et puis même sans ça, qu'est-ce que tu fous à 83 ans en charge d'organiser les Jeux Olympiques? Organise ton testament plutôt, je sais pas. C'est ça le Japon, c'est tout marche en fonction des relations que t'as. Ceux qui sont en place restent en place presque jusqu'à leur mort, et plus t'es vieux, plus tu connais de monde, plus t'as de pouvoir. C'est pour ça que la plupart des gens qui sont en place, c'est des vieux qui peut-être étaient très intelligents et très efficaces il y a 40-50 ans, mais qui aujourd'hui ne comprennent rien au monde, à ce qui les entoure, et qui sont totalement incompétents. Là c'est un exemple, comme je vous dis, mais c'est pas le seul. On se rappelle d'un autre ancien Premier ministre, Taro Aso, beaucoup de conneries aussi lui de sa part, qui disait que pour améliorer les finances du pays, il faudrait que les plus de 60 ans de préférence meurent plus rapidement. Alors, on peut le penser, même si c'est bizarre quand c'est dit par quelqu'un qui a 72 ans, mais est-ce que tu dis ça? À chaque fois qu'il y a un homme politique qui s'exprime, on dirait un petit peu le vieil oncle que personne ne veut au repas de famille, là. Ah, les femmes, là, toujours à piailler comme ça, on s'entend plus. Et puis les vieux, là, on cotise pour leur sécurité sociale, putain, allez, vas-y, là, passe-moi le pâté, qu'on en finisse. Je sais pas, je les vois comme ça, c'est affolant. Et c'est marrant parce que parfois, depuis l'extérieur, on entend que la politique japonaise, c'est principalement l'art de sauver la face. Tout est dans l'apparence. Mais non, l'apparence, elle est nulle. Ils ont l'air de clowns, les hommes politiques japonais. Vraiment, des vieux clowns tristes qui, en plus, dorment le plus souvent. Vous êtes parmi les hommes politiques les mieux payés du monde, quand même. 1600万円以上の年収のほとんどが神奈川県民の税金。 Et ça, c'est des trucs qui sont possibles parce que les gens sont systématiquement dans un état d'esprit qu'on appelle, en japonais, on dit shoganai. Ça veut dire, c'est comme ça, on n'y peut rien. J'exagère un peu quand je dis qu'ils s'en foutent, mais c'est pas le peuple le plus passionné, ni même le plus intéressé par la politique. C'est assez rare que les gens en parlent. Il y a aussi assez peu de débats, que ce soit en privé ou sur les chaînes de télé. J'ai l'impression qu'ils sont à moitié résignés, à moitié pas intéressés. Le taux de vote aux dernières élections, c'est de 50% à peu près d'abstention. C'est que les vieux qui votent. D'ailleurs, il y a pas longtemps, le droit de vote a été abaissé de 20 ans à 18 ans, en 2016, je crois, et personne n'y est allé, des 18-20 ans au bureau de vote. La politique, c'est pas leur préoccupation principale. Et pour info, les étrangers, même résidents permanents comme moi, n'ont pas le droit de voter au Japon. Mais attention, je dis, les Japonais sont pas très intéressés, ils votent pas en masse, mais à chaque fois qu'une affaire sort ou qu'il y a un dérapage, ça parle quand même dans les médias, ça fait réagir, ça fait scandale, les gens sont pas contents, ils sont pas hermétiques non plus à la politique. On suit un petit peu ça comme, si vous voulez, la presse people, j'ai l'impression. D'ailleurs, le vrai seul truc politique qui intéresse toujours les Japonais, et c'est paradoxal parce que ça sert à rien, c'est la famille impériale. Quand je dis que ça sert à rien, évidemment, c'est pas tout à fait vrai non plus, c'est certainement bénéfique pour plein de choses d'avoir un roi ou un empereur, mais voilà, je les connais pas. Si je prends par exemple la reine d'Angleterre, je regarde la série Crown sur Netflix avec Akiko, donc je vois qu'elle sert pas à rien non plus. Mais quand même, What are you talking about? je disais en début de vidéo que Elisabeth II, par exemple, c'était aussi la reine du Canada, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, entre autres. C'est un détail, mais c'est moi qui l'ai dit. Attention. Ce sont des pays qui du coup sont obligés d'avoir la tête de leur reine sur au moins un de leurs billets de banque, mais c'est la seule occasion qu'ils ont de l'avoir. Ça fait plus de 10 ans qu'elle a pas mis les pieds dans ces 3 pays, 20 ans même pour la Nouvelle-Zélande, et elle n'ira jamais, en fait. C'est pour ça qu'on se demande à quoi elle sert. D'ailleurs, on voit que le respect n'est pas le même, par exemple, pour le Canada que pour l'Angleterre face à la reine, parce que, voilà, il la représente avec une tête où elle a 80 ans dessus, alors que je crois que sur tous les billets anglais, elle a encore 30 ans, quoi. I am protecting the Prime Minister. I am protecting the Constitution. I am protecting
democracy. Et au Japon, c'est pareil. Le pouvoir de l'empereur, qui est peut-être le titre le plus prestigieux du monde, hein, on n'est pas tous descendants de la déesse du soleil quand même, eh ben, ouais, ça sert pas à grand chose. Selon la constitution japonaise, l'empereur, c'est le symbole de l'état et de l'unité du peuple japonais. Concrètement, il agit de temps en temps comme diplomate, il peut représenter le Japon à l'étranger, il peut rencontrer des chefs d'État, et lui, l'avantage, c'est qu'il change pas tous les ans. Le plus souvent, quand même, faut avouer que c'est pour rencontrer d'autres familles royales, assister à des mariages, des couronnements, des enterrements. Il va pas aller parler à Poutine au sujet de l'Ukraine, par exemple, c'est pas son rôle. Imaginez que on a 3 branches en général de l'État, il y a l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Et ben au Japon, il faut imaginer qu'il y a une 4e branche, qui serait du coup la branche impériale, qui fait ses trucs, mais sans vrai rapport avec les autres, en tout cas pas de rapport de décision ou de pouvoir. En vrai, c'est même plutôt une absence de pouvoir d'être empereur, je pense, même par rapport à une personne normale, parce que oui, tu es extrêmement riche, tu as des serviteurs, tes enfants vont avoir une bonne éducation, royauté, tout ça, c'est la fête, mais en contrepartie, t'as aucune liberté. L'essentiel de ta vie déjà se passe entre les murs du palais impérial, qui est immense, 23 000 mètres carrés, mais quand même c'est un petit peu une prison dorée finalement. On Sundays, His Majesty often enjoys driving his car to the East Gardens of the Imperial Palace, observing the trees and flowers and feeding the carp with Her Majesty. Tout ce que fait l'empereur et les membres de sa famille, c'est géré par ce qu'on appelle l'agence impériale. Et l'agence impériale, c'est une machine énorme, c'est plusieurs centaines de personnes qui gèrent tous les aspects de la vie aussi bien privée que publique de la famille impériale. Ça va de trier le courrier qu'ils reçoivent à organiser les visites officielles, en passant par gérer le patrimoine. C'est l'agence aussi qui gère l'hôpital impérial, qui décide donc comment les membres de la famille sont soignés et suivis médicalement, quel sera l'entourage des enfants, les professeurs, etc. Il y a aussi un bureau, par exemple, pour la chasse, un bureau pour les chevaux, un bureau pour la musique. Enfin, tous les aspects que vous pouvez imaginer de la vie impériale est géré par ce bureau. Au sud des États-Unis, en plein cœur du Tennessee, Nashville. Surnommée Music City, Nashville, c'est d'abord la capitale de la musique country. Ces images n'ont rien à voir avec l'empereur du Japon, me direz-vous. En êtes-vous bien sûr ? Non, ça n'a rien à voir, vous avez raison, mais quand j'ai cherché des vidéos pour illustrer la vie de l'empereur au Japon, c'est une des premières vidéos que YouTube m'a recommandé, parce qu'il n'y a pas grand-chose en fait. On ne sait pas comment vit l'empereur et sa famille, en dehors des apparitions publiques, des cérémonies officielles. Il y a très peu d'infos. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il va pas aller au cinéma le week-end pour regarder le dernier Marvel sorti. Peut-être qu'il n'est pas intéressé, mais même étant fan, il pourrait pas le faire. Ce serait peut-être même, je suis sûr, pour lui plus facile de construire un cinéma dans son immense baraque de 23 000 m². C'est peut-être d'ailleurs ce qu'il a fait. Dans la famille impériale, ils ont, on va pas dire aucune liberté, mais très peu de liberté sur ce qu'ils font, particulièrement l'empereur et sa femme, l'impératrice. L'essentiel de leurs activités, ça va être d'assister à des cérémonies, par exemple, pour remettre des médailles, de participer à des réunions ou des repas officiels, des commémorations. C'est presque plus un travail associatif. Every New Year's poetry reading at the Imperial Palace, along with the waka composed by their majesties and members of the imperial family, 10 waka, chosen from over 20,000 composed and submitted by the public, are chanted in the traditional way. Et tout ce qu'il veut faire à côté, c'est excessivement difficile. Rien que de passer un week-end dans un hôtel, par exemple, ça demande de déplacer des dizaines de personnes. Il n'y a pas de vie privée. Et en plus, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis en public est enregistré et analysé 1000 fois. Tu peux jamais être naturel. Et ça, à vie. L'impératrice actuelle et celle qui l'a précédée aussi, toutes les deux ont eu de très très graves problèmes de santé liés au stress. On parle d'ulcères, on parle même de perte de voix pendant plusieurs mois. Des fois, aussi bien l'une que l'autre, on les voyait pas en public pendant plus d'1 an. Parce qu'elles étaient tout simplement en dépression. Vraiment, on a l'impression qu'elles sont impératrices, mais elles vivent une vie horrible. L'année dernière aussi, à titre d'exemple, la nièce de l'empereur, la princesse Mako, peut-être que vous en avez entendu parler, a dû quitter la famille royale juste pour pouvoir se marier avec qui elle voulait. Et pareil, elle a vécu l'enfer avec cette agence impériale, les médias, le public, etc. Et le jour même où elle s'est mariée, quasiment, où elle a pu se marier, ça a pris des années, avec son mari, ils sont partis aux États-Unis, ils se sont barrés, et je pense que l'un comme l'autre, ils ne veulent plus entendre parler du Japon. C'est quand même très triste, alors qu'on est censé être dans la famille la plus puissante du Japon, de devoir s'enfuir et de
de renier ses origines, de quitter sa famille, son pays, juste pour pouvoir se marier et vivre avec la personne qu'on veut. Parce que non seulement en plus t'as toutes ces règles imposées, ce mode de vie insupportable, mais aussi toute la presse people qui vient gratter le scoop comme ça et le scandale, et tous les Japonais qui suivent ça comme une série télé en donnant leur avis de merde là sur les réseaux sociaux. Le rôle de la famille royale, c'est pas de diriger, c'est de divertir. Tu divertis le petit peuple, soit en faisant rêver, soit en faisant crier au scandale. Vu comme ça, je m'en rends compte, on a l'impression que la politique au Japon, c'est un empereur qui ne sert à rien et un premier ministre qui est de passage et qui sert pas à grand chose non plus. Je vous parle évidemment dans cette vidéo que des mauvais côtés ou des côtés qui sont un petit peu loufoques, mais j'imagine qu'il y a aussi des choses qui fonctionnent correctement. Si tout n'était que corruption, copinage et incompétence, je sais pas comment le pays tournerait. Ma théorie, c'est que en dessous de tous les hommes politiques qui profitent et qui servent pas à grand chose, il y a quand même des gens qui bossent beaucoup et qui font avancer les choses. Et puis tout le monde n'est pas incompétent non plus. Comme je vous l'ai dit, on voit toujours les côtés négatifs parce que les scandales, etc., c'est beaucoup plus médiatisé et on parle pas trop du reste. Il y a certainement des choses très bien que je ne vois pas. En tout cas, c'est sûr, on est loin d'avoir un système parfait au Japon, très très loin, et ça joue vraiment, je pense, sur les grandes prises de décision et aussi au niveau international. Ça affaiblit le pays dans ses relations avec le reste du monde. Et le plus grand constat, qui je pense découle de ça, c'est que la politique au Japon n'intéresse plus grand monde. Je suis le dernier à pouvoir juger, encore une fois, parce que moi aussi je m'en fous, mais quand même c'est dommage parce qu'on devrait avoir envie de participer à la vie de son pays, on devrait avoir l'impression que sa voix compte et peut changer les choses. Au Japon, malheureusement, ça n'est pas le cas. Enfin, dites-vous, et ce sera ma conclusion, qu'il n'y a pas de système parfait. Dans chaque pays, on pourrait critiquer énormément de choses. Au moins au Japon, l'avantage, c'est qu'on peut en rire. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!